projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Olivier Brouilleron. Il est le président de Coordination Sud, la plateforme qui rassemble les ONG de droit français. Ce spécialiste de terrain a fait ses classes dans l'ingénierie du développement à Madagascar et ne manque pas d'idées pour améliorer l'ampleur et l'efficacité de l'aide. C'est notre invité du jour. Nos sociétés ont besoin, pour être stables, pour avoir un développement harmonieux, de sociétés civiles fortes. Le développement passe aussi par les maires et les présidents de régions. Les partenariats entre les collectivités locales du monde entier gagnent du terrain. Dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, même dans le transport, aujourd'hui, la mobilité dans nos grandes cités africaines est un défi. Direction le Sénégal où l'association Le Corsa fait rimer éducation des filles avec santé maternelle et infantile. Beaucoup de jeunes filles surtout qui abandonnent les études. Je n'ai pas voulu être moi dans ce lot. Je me suis dit que je devais être un exemple pour mon village, pour les jeunes filles de mon village. Donc me voilà ici aujourd'hui. Le développement des communes et des régions est souvent un casse-tête pour les maires et les présidents des conseils régionaux d'Afrique. Comment faire face aux besoins multiples et pressants des concitoyens quand les collectivités manquent de techniciens et de ressources? Dans la plupart des pays, le jumelage coopération devient une véritable solution et une voie alternative de développement. Regardez. Les relations entre villes du Sud et villes du Nord se sont développées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec l'objectif de rapprocher les peuples et de favoriser l'entente mutuelle et la solidarité. Les rencontres de l'action internationale des collectivités territoriales sont représentatives de ce phénomène qui a pris aujourd'hui de l'ampleur au même titre que la coopération entre les États. Il y a 5 ans, près de 5000 collectivités françaises et africaines étaient déjà engagées sur cette dynamique. 13 000 projets avaient été mis en œuvre pour un budget de 57 millions d'euros. Quasiment toutes les semaines, je vois passer des invitations adressées par les communes du Nord, les communes françaises, à leurs homologues du Cameroun, qui viennent naturellement pour échanger, naturellement pour également bénéficier de l'expertise des communes avancées du Nord, et de leur expérience dans divers domaines, dans divers secteurs de la vie sociale, socio-économique. Et je pense que de plus en plus, ils en tirent le meilleur parti possible. Et nous souhaitons effectivement que cette coopération décentralisée, ces jumelages entre les villes du Sud et du Nord puissent aller de l'avant. Rien qu'au Sahel, Cité Unie France, une association française qui regroupe des collectivités territoriales françaises engagées dans l'action internationale, dénombre aujourd'hui plus de 450 partenariats. Des initiatives qui développent les relations entre les pays et enrichissent aussi les villes du Nord. Le Congo apporte sa culture. Le Congo apporte son savoir-faire en matière des arts. Aujourd'hui, il y a des échanges qui se font dans ce sens-là. Et puis, il y a plusieurs initiatives en fait qui appellent à la mixité, qui appellent à la tolérance, à la citoyenneté. Parce qu'il faut savoir que la diaspora congolaise est assez grande au jour d'aujourd'hui. Et pour que le vivre ensemble puisse se passer au mieux, on a besoin effectivement que les deux cultures puissent se mélanger pour que les gens arrivent à trouver leur place parce que finalement, on est des citoyens du monde. L'enjeu de la coopération décentralisée va au-delà des réalisations d'infrastructures et des échanges culturels. Les plus jeunes communes trouvent dans ces forums l'occasion de faire leur apprentissage sur les enjeux de la gouvernance locale, sur les problèmes d'assainissement, d'emploi des jeunes et des femmes, sur les bonnes pratiques en matière d'animation culturelle ou encore d'aménagement d'espaces verts. Comprenons ce qui peut être adapté à notre contexte. Donc, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que même dans le transport, aujourd'hui, la mobilité dans nos
grandes cités africaines est un défi. Donc nous venons voir. Ces échanges pourraient être mis à mal par l'insécurité liée au conflit qui déchire le continent, ainsi que par l'instabilité climatique croissante. En octobre prochain, en marge du sommet France-Afrique, l'association Cité Unie France tiendra une conférence sur la coopération décentralisée franco-africaine. Au programme, l'entrepreneuriat des jeunes et la solidarité des donateurs de fonds post-Covid. Je vous le disais en titre, notre invité du jour, Olivier Brouilleron, est un grand spécialiste du développement. Coordination Sud, la plateforme dont il est président, est un lieu de plaidoyer, mais aussi de formation et d'échange des bonnes pratiques pour 176 associations de droit français spécialisées dans le développement. Il a expliqué à Laurent Soustras et à Thierry Schiller comment fonctionnent aujourd'hui ces ONG. Olivier Brouilleron, bonjour. Vous êtes le président de Coordination Sud, c'est la coordination nationale des ONG de développement françaises. De combien d'ONG parle-t-on exactement et que font-elles? Alors, Coordination Sud rassemble actuellement 176 organisations qui sont des organisations de droit français. Ces 176 organisations, pour donner un ordre d'idée, regroupent en leur sein 20 000 salariés, dont un tiers en France, 2 tiers dans les pays d'intervention. Recours à 200 000 bénévoles et bénéficie d'à peu près 1,9 million de donateurs. Quand on parle d'ONG françaises et de développement, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, par ONG françaises, je tiens à souligner que beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, sont internationalisées et donc comptent au sein de leurs effectifs de nombreux salariés locaux. Le secteur des ONG de droit français, il s'est construit historiquement autour de trois grandes dynamiques, 3 grands modes d'action. Un premier autour des questions humanitaires, donc la réponse d'urgence pour sauver des vies qui sont menacées par telle ou telle crise. Un deuxième secteur et qui correspond à un autre mode d'intervention qui est plutôt ce qu'on appelle le secteur du développement, qui lui va s'adresser aux causes de la pauvreté, des inégalités et chercher à construire en accompagnant des dynamiques locales des réponses durables à ces questions de pauvreté et d'inégalité, et des troisième, on va dire, grands types d'ONG, qui sont des ONG dites de plaidoyer. Beaucoup d'organisations travaillent ce qu'on appelle en mode projet, c'est-à-dire qu'elles ont sur des sujets spécifiques, dans des lieux, avec des partenaires, elles travaillent pour mener des projets d'une durée délimitée. Alors ça peut être sur les questions d'accès à l'eau potable, sur les questions de santé, sur les questions d'éducation, sur les questions de développement agricole, aussi beaucoup sur les questions d'accès à la ville, d'accès aux services dans les quartiers qui sont marginalisés, on va dire, dans les grandes villes. Voilà, enfin, les champs d'intervention des ONG droit français sont extrêmement diversifiés et répondent et s'adaptent aux besoins et aux priorités locales. Quelle est la relation entre les ONG françaises et les ONG locales, spécialement en Afrique? Alors, la plupart des ONG françaises travaillent en partenariat avec les ONG locales nationales. Je pense que que les ONG de droit français voient de plus en plus la plus-value de travailler avec les acteurs locaux, avec les ONG locales, et apprécient et prennent en considération les capacités et les compétences de ces acteurs locaux. Je tiens à signaler que c'est une dynamique qui, à mon avis, de mon point de vue, est en marche, et effectivement des échanges et un partenariat qui se fait, qui sont, je pense, de plus en plus étroits et de plus en plus sur un pied d'égalité. Avec cependant, il faut le savoir, des règles aujourd'hui de gestion notamment qui nuisent à ces dynamiques partenariales sur un pied d'égalité. Il y a de très fortes contraintes de gestion, des très forts risques pris par les structures qui signent les contrats de financement. Il est indispensable que les financeurs prennent en compte ces contraintes, enfin les contraintes qu'ils nous imposent, et en allègent certaines. Et il faut savoir que Coordination Sud porte dans son plaidoyer le fait d'accentuer, de développer
des moyens financiers qui puissent être directement contractés par les ONG locales et nationales pour développer, le cas échéant en partenariat avec des ONG de droit français ou pas, développer leurs propres initiatives. Nous, ce que nous préconisons, c'est que ça se fasse sur un instrument distinct des instruments qui financent aujourd'hui nos activités, à la fois pour ne pas nuire aux dynamiques partenariales qu'il y a entre nous, et aussi pour permettre un instrument où ces contraintes administratives de gestion soient adaptées aux initiatives locales. Quel a été l'impact du Covid sur le travail des ONG françaises en Afrique? Alors, bon, comme partout, le Covid a perturbé nos activités. Nous avons pu, dans la plupart des cas, maintenir nos dispositifs sur place et donc maintenir nos capacités opérationnelles. Je dois dire aussi que partout où ça a été possible, les OSC, les organisations de société civile, ont fait preuve d'une forte réactivité, d'une forte adaptabilité. Et elles ont agi soit directement auprès des populations les plus vulnérables, les plus touchées par la crise. Ça peut être à travers de l'aide alimentaire, ça peut être à travers de la sensibilisation sur la pandémie et les gestes barrières. Elles ont aussi agi auprès du système de santé. Et le tout en coordination avec les acteurs locaux, avec bien sûr les OSC, mais aussi avec les pouvoirs publics locaux et les dispositifs particuliers de santé. Avez-vous été surpris par la lenteur de la vaccination en Afrique, alors que justement les ONG se battaient pour continuer à assurer des services? Est-ce que ces obstacles étaient prévisibles et surmontables? Alors, voilà, surpris, pas tout à fait. C'était une crainte que nous formulions que nous avons formulée dès le début de la pandémie et dès que l'option vaccin est apparue. Et nous ne pouvons que déplorer le fait que, effectivement, la vaccination dans la plupart des pays d'Afrique soit aujourd'hui encore très très peu réalisée. Nous, par rapport à cette situation, nous sommes en faveur d'une production locale de vaccins, et donc à ce titre, nous soutenons les prises de position, que ce soit françaises ou américaines récentes, pour la levée des brevets sur les vaccins et permettre effectivement une production locale massive de vaccins, tout en sachant qu'il y a besoin aussi d'appuyer toutes les questions logistiques de façon à ce que la vaccination soit effective. Mais effectivement, il y a nécessité et urgence à ce que cette vaccination se déploie pleinement en Afrique. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. À 470 km à l'est de Dakar, la capitale sénégalaise, l'ONG Le Corsa, une association franco-américaine, a entrepris des actions économiques, culturelles et sociales pour contribuer au développement de la région de Tambacounda. Son travail en faveur de l'éducation des jeunes filles permet à une quinzaine d'entre elles de passer leur bac chaque année, mais aussi de suivre des études supérieures. Un succès que l'association a prolongé dans le domaine de la santé en construisant une maternité et une clinique pédiatrique. Regardez. Nous sommes au foyer de Tambacounda qui accueille des jeunes filles originaires de villages voisins. C'est un endroit qui permet à ces jeunes filles de vivre dans un environnement sûr, mais surtout de s'instruire sous la responsabilité de la directrice Memouna Kasso. L'idée est de leur offrir un futur alternatif à des mariages forcés et précoces. Le foyer, cette année, nous avons 140 filles issues des 4 départements de la région, des villages les plus lointains, qui ont été sélectionnées à partir de critères d'ancienneté, nombre d'années au foyer, critères sociaux, le niveau de vulnérabilité, et aussi le critère géographique, être originaire d'un village de la région de Tamba. Elles sont au moins 15 filles à passer leur baccalauréat cette année. Certaines d'entre elles veulent aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'autres dans les autres universités. À Missira, je parle d'abord de mon village et beaucoup de jeunes filles surtout qui abandonnent les études. Je n'ai pas voulu être moi dans ce lot. Je me suis dit que je devais être un exemple pour mon village, pour les jeunes filles de mon village.
Donc me voilà ici aujourd'hui. Dans ce foyer, le nombre d'étudiantes qui réussissent au baccalauréat est supérieur à la moyenne nationale. Souvent, elles sont les premières de leur famille à avoir la chance d'aller à l'université. C'est dans cette optique que l'ONG franco-américaine Le Corsa, née en 2005, travaille directement avec médecins, professeurs et étudiants, tout en appuyant les familles actives dans le domaine de l'agriculture. Ce que l'organisation Le Corsa fait pour soutenir ces filles, c'est de prendre en charge à 100% tout ce qui est lié à leur scolarité, mais également tout ce qui est lié à, par exemple, à leurs études à Tambacounda, pour un budget qui va dans les 70 millions par an. En ce moment, on est en train de faire une expansion de l'hôpital de Tambacounda. Ça, c'est notre plus grand projet. On a ouvert une école à Fass, le village de Fass. On fait l'agriculture en Saint-Chan, en Fass. Et on travaille avec les autres écoles pour acheter les fournitures pour les élèves. On travaille beaucoup avec le ministre de la Santé pour voir où il y a des projets qu'on peut les aider avec. Le nouveau bâtiment offre un espace de 1800 m² composé d'un bloc sanitaire entre autres. Un projet conçu et coordonné par Le Corsa. L'aspect un peu particulier de ce projet, c'est que c'est un bâtiment écologique. C'est-à-dire qu'on utilise moins d'énergie pour la climatisation puisqu'on a utilisé la ventilation naturelle. Et on a joué un peu sur la longueur pour permettre à l'air de circuler naturellement dans le bâtiment et de refroidir avec les briques d'aération et aussi les deux toits qui permettent un peu d'isoler la chaleur. L'ouverture de la maternité et de la clinique pédiatrique en mai 2021 a déjà commencé à améliorer le bien-être maternel. Elle pourrait rapidement contribuer à accroître l'espérance de vie des enfants dans cette région reculée de Tambacounda que l'association franco-américaine Corsa s'est donnée pour mission d'aider. Nous retrouvons maintenant Olivier Brouilleron pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il nous expose ses objectifs pour son mandat de président de Coordination Sud. Écoutons-le. Olivier Brouilleron, vous êtes le président de Coordination Sud qui coordonne les ONG de développement françaises. Quel impact la crise sanitaire risque d'avoir sur l'aide au développement française et européenne? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bon, il n'est pas évidemment simple de répondre à cette question dans la mesure où il y a une projection et que sur les perspectives, c'est toujours incertain. Néanmoins, je pense qu'il faut aujourd'hui distinguer le niveau européen et le niveau français. Au niveau européen, cette crise est arrivée et survenue au moment où le budget européen 2021-2027 était en cours de discussion, techniquement qui s'appelle le cadre financier pluriannuel. Ce budget était en cours de discussion et malheureusement il a atterri sur des engagements qui sont assez peu ambitieux, assez peu différents du cadre financier pluriannuel précédent, qui couvrait la période des 7 années précédentes, mais assez peu ambitieux. Aucun moyen additionnel pour l'aide publique au développement n'a été prévu. Donc il y a là une très faible réponse. Il n'y a pas une baisse des moyens, mais il n'y a pas non plus une mobilisation significative de moyens de la part de l'Union européenne. En France, la situation est un petit peu différente. Et de fait, en 2020, l'aide publique française au développement a augmenté par rapport à celle qui était mobilisée les années précédentes. Donc on est plutôt dans une tendance de croissance de l'aide publique au développement. Alors, bien sûr, nous sommes, Coordination Sud, vigilants et puis exigeants. Vigilants à ce que cette croissance soit effective et se maintienne. Exigeants aussi sur le fait que la France atteigne dès 2025 et à partir de 2025 et pour les années suivantes, une mobilisation significative de son revenu national brut en faveur de l'aide publique à développement, à savoir 0,7% de son revenu national brut. Qu'apporte à votre mission actuelle votre expérience de terrain au sein d'une ONG? Je pense que c'était à Madagascar. Alors tout à fait. Donc moi je suis engagé dans le domaine de la solidarité internationale depuis 25 ans, et depuis 25 ans engagé dans des projets
très concrets sur le terrain. Alors effectivement, en ayant été en poste à Madagascar, mais aussi depuis et pendant une vingtaine d'années, en suivant des actions, des projets qui se déroulent dans différents pays, en Afrique de l'Ouest notamment, en Asie, en océan Indien, à Haïti, etc. Et donc, je pense que déjà cette expérience de terrain, elle m'a permis, d'apprendre, d'ouvrir les yeux sur des réalités, et sur aussi la façon de transformer et d'améliorer des situations locales. Il y a beaucoup d'innovations qui ces dernières années ou ces dernières décennies ont émergé grâce aux organisations non gouvernementales et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est vrai dans le domaine de l'eau, c'est vrai dans le domaine de l'agroécologie, dans le domaine donc, du développement agricole. Ce sont les ONG qui ont porté et qui ont porté ce qui aujourd'hui commence à rentrer enfin dans les politiques et dans les visions nationales ou internationales sur ces questions de développement agricole, par exemple. Mais c'est aussi les ONG qui, de mon point de vue, ont porté, expérimenté et continuent à le faire, la capacité à délivrer des services de qualité à des populations qui pourtant ont peu de moyens financiers. Je crois qu'il y a énormément de solutions qui peuvent émerger et être mises en œuvre. Et c'est ça que je souhaite porter aussi et que je souhaite apporter dans le cadre de mon mandat. Quel autre agenda avez-vous particulièrement à cœur pour votre mandat à Coordination Sud ? Alors, beaucoup de travail a été fait, mais je pense que il y a un besoin constant de faire reconnaître le rôle et les capacités d'action des organisations de la société civile. C'est vrai en France, c'est vrai dans beaucoup de pays. Nos sociétés ont besoin, pour être stables, pour avoir un développement harmonieux, de sociétés civiles fortes et organisées. Nos organisations y contribuent. Et aujourd'hui, ce rôle-là, il est finalement assez peu soutenu et assez peu financé, en tout cas par la France, qui, quand on les compare aux pays du cadre de l'OCDE, finalement soutient assez peu et ne fait transiter que relativement marginalement son aide par les ONG. Actuellement, une autre crise se profile en Afrique. Le Programme alimentaire mondial et plusieurs autres organisations ont récemment lancé un cri d'alarme sur la situation d'insécurité alimentaire, exacerbée à la fois par la crise Covid et le changement climatique. C'est un sujet que vous connaissez très bien. Quelles solutions durables préconiseriez-vous pour traiter ce problème qui est récurrent depuis des années ? Alors, naturellement, il n'y a pas de solution simple, et j'ai bien entendu l'appel et la mise en garde du directeur du Programme alimentaire mondial courant décembre, qui disait, je crois, nous sommes à l'aube d'une pandémie de la faim. Une première direction, bien sûr, c'est de répondre aux besoins immédiats des personnes qui souffrent de la faim, et donc d'agir rapidement en faveur de ces personnes-là à travers des programmes d'aide alimentaire, etc. C'est aussi, je crois, de travailler un peu plus dans la durée pour développer et prévenir les problématiques de malnutrition. Je pense en particulier chez les jeunes enfants et chez les femmes en âge d'avoir des enfants. Bien sûr, en complément, il faut aussi mener tout un travail d'évolution, de transformation des filières agricoles, en s'appuyant d'abord sur l'agroécologie, sur les filières à circuit court, sur les paysans, les intermédiaires, toute la filière, tous les acteurs de la filière, au plus proche de chaque territoire. Et enfin, troisième dimension, ce qu'on a vu aussi à travers la crise, c'est qu'il y a, de mon point de vue, un besoin très important de développement de la protection sociale. Et là, je pense qu'il y a tout un champ à investir rapidement pour construire des protections sociales de nature à rendre les pays, les populations plus résilientes
par rapport aux chocs à venir. Car il faut être conscient qu'il y aura des chocs ces prochaines années. On le sait. Que ce soit pour des questions climatiques, peut-être d'autres chocs sanitaires, nous ne savons pas, ou autres. Et donc il faut construire cette capacité de résilience en faveur des populations. Olivier Bruyeron, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Olivier Bruyeron ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.